Et du coup, bonjour à toutes et tous. On a eu l'occasion, pour la plupart d'entre vous, de se souhaiter la bonne année au Mont-Valérien avec Marie Toussaint. Mais il y a une tradition dans ce parti, c'est la galette républicaine avec la presse qui nous suit de plus près. Et donc, on s'est dit qu'on n'allait pas y déroger. Et sûrement que l'actualité fait que cette conférence de presse va nous permettre par ailleurs de réagir à certaines choses. Et peut-être même que c'est pour ça que certains d'entre vous sont venus. Je vais quand même vous dire ce qu'on avait prévu de vous dire pour commencer, notamment sur le fait que donc, on est là avec l'équipe actuelle, et quand je dis l'équipe actuelle, je parle du bureau exécutif, du conseil fédéral, voilà, de l'équipe qui a pris ses fonctions au précédent congrès. On a un peu plus d'un an de mandat, et donc l'année 2023 a été une année, on va dire, de transformation. Je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appeler, avec ces états généraux, le lancement du nouveau mouvement. Je pense à un nouveau style aussi, des nouvelles incarnations qui sont apparues et auxquelles vous êtes habitués depuis. Donc voilà, je qualifierais cette année 2023 d'année de transformation et de promesses tenues. Je ne vais pas vous refaire tout le bilan, mais je répondrai à vos questions si vous en avez. Et je pense que 2024 s'annonce comme une année de concrétisation, parce qu'en fait, on va profiter de cette année pour, outre la campagne européenne dont on va évidemment parler, pour continuer, poursuivre, mener à bien tous ces dossiers qu'on avait commencés. Le premier qui nous occupe en ce moment, c'est cette fameuse réforme statutaire. Donc vous savez qu'on a lancé un nouveau mouvement, les écologistes, mais que tant que tous les adhérents de ELV n'ont pas décidé autrement, ELV existe encore juridiquement. Donc on est en train d'écrire les statuts du nouveau mouvement. Vous pourriez vous dire que chez les Verts, c'est la guerre là-dessus et qu'on passe notre temps à s'écharper. Ben, figurez-vous que pas du tout. On a choisi une méthode qui nous ressemble, celle de la concertation, celle de la collégialité, celle du consensus. On travaille dans un petit groupe depuis des mois, ça s'appelle le groupe des nouveaux statuts, avec des gens de toutes les sensibilités, des historiques, des nouveaux, même des gens qui ne sont pas adhérents, mais qui nous ont accompagnés dans les états généraux et qui apportent leur point de vue extérieur à tout ça. Chacun est à sa place, chacun est dans son rôle. On passe des journées entières, il y en avait encore une le 13 janvier ici dans ce local. On concerte avec les différentes instances du mouvement, avec les commissions, hier soir encore avec les secrétaires régionaux. Et donc voilà, on est en train de travailler collectivement et très précisément cela, pas juste avec des bénévoles, des militants, fussent-ils experts de nos statuts depuis 40 ans, mais aussi avec des juristes professionnels, parce que je pense qu'on se professionnalise par ailleurs sur beaucoup de choses et que c'est important. Donc ces nouveaux statuts, on avait dit qu'on les voterait mi-février, mais c'est pendant une période de vacances scolaires, et les vacances scolaires durent longtemps. Quand vous additionnez les 3 zones, ça dure 1 mois en tout. Donc on votera ça à la rentrée des vacances scolaires, ce sera plutôt en mars du coup. C'est important pour nous que chacun soit dans de bonnes dispositions au moment d'appuyer sur son vote quel qu'il soit, qu'on ait bien eu le temps de concerter. Et donc c'est un dossier qui pour l'instant roule. Outre qu'on travaille en consensus, outre que le mandat pour travailler est clair, puisque vous vous rappelez qu'on avait voté une feuille de route à plus de 80% qui donnait un certain nombre d'indications, je peux vous dire qu'on fait très attention au savant équilibre qu'on tient à maintenir entre la démocratie et le pluralisme, qui est une valeur précieuse chez les Verts, mais aussi avec l'efficacité et la réactivité. Et en fait, je vous l'avais dit au moment du lancement du nouveau mouvement, on voit que le format un peu mouvement de masse, mouvement plus gazeux, est nécessaire si on veut un peu grossir les rangs, mais que cette forme-là a été utilisée comme prétexte par d'autres mouvements que le nôtre pour mettre un terme en fait à la démocratie interne. Et nous, on ne va pas faire ça, parce qu'on est les Verts, que les démocraties internes, c'est important pour les militants comme pour ses dirigeants, et qu'on va le faire à notre manière, et on pense que l'un enrichit très bien l'autre, qu'il y a une belle synergie à faire entre donc, la démocratie interne et l'efficacité, la massification. On tient énormément à ce que chacun trouve sa place dans ce mouvement, c'est-à-dire qu'on veut que les personnes que la première marche pour s'engager soit beaucoup plus basse qu'elle ne l'est aujourd'hui dans des partis politiques. Donc si une personne veut juste faire une formation, juste recevoir des informations, participer à une action locale, participer à une réunion sur un thème, elle puisse le faire sans pour autant adhérer. Et donc ce mouvement sera composé de plein de personnes qui ne sont pas forcément adhérentes, et puis qu'on appellera les membres. Et puis il y aura en plus des adhérents, et les adhérents seront les personnes qui ont décidé d'adhérer pour participer aux décisions stratégiques du mouvement. Et donc c'est pas réservé à une élite, c'est possible pour tout le monde, pour celles et ceux qui le veulent, à prix libre, comme c'est le cas déjà aujourd'hui, mais ce ne sera pas l'alpha et l'oméga de l'engagement au sein de notre mouvement, parce qu'il y a des personnes qui peut-être d'ailleurs auront envie de ça un jour, et à ce moment-là la porte leur sera ouverte, mais qui pour l'instant n'ont pas envie d'être dans des discussions sur la stratégie pour telle élection, ou sur comment on désigne tel candidat, ou comment on réécrit nos règles internes, n'est-ce pas? Donc voilà un peu comment les choses sont en train de s'organiser. Et puis évidemment, on travaille sur l'ouverture, et le fait même que des personnes qui ne sont pas adhérentes travaillent au nouveau statut du mouvement montre que c'est l'état d'esprit qu'on continue à avoir.
Ça, c'est le premier gros chantier. Le deuxième, évidemment, c'est le lien avec les élus qu'on est en train de consolider, parce qu'on va notamment faire en sorte que des élus de tous les niveaux soient dans les instances officiellement du mouvement, dans une forme qu'on est en train d'écrire, mais c'est important pour nous de mieux valoriser leur bilan, ce qu'on ne faisait pas par manque de fierté, mais par manque de temps et de moyens humains. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec eux, qu'on est déjà en train d'améliorer, qui sera important dans notre nouveau mouvement. On travaille aussi évidemment à des dossiers plus logistiques, techniques, mais qui sont importants pour des partis politiques, notamment le fait que notre situation financière ait été assainie par plusieurs années de travail, ça je vous l'avais déjà dit, mais donc du coup ça a fuité dans la presse, donc maintenant c'est officiel, nous sommes en train d'acheter un nouveau local. Je précise que rien n'est signé et que cette info a fuité de manière parfaitement incontrôlée, comme ça arrive parfois grâce à vous et grâce à Chanteur chez nous. Mais donc c'est pas encore signé, et vous savez qu'en matière immobilière, il peut toujours... tant que c'est pas signé, se passer plein de choses. Mais voilà, c'est un dossier qui est en bonne voie. Et si c'est pas celui-là, ce sera un autre. En tout cas, ça a été validé par le Conseil fédéral, annoncé au Conseil politique. On est en train de regarder les derniers détails. Et ce serait un local qui nécessiterait beaucoup de travaux, mais qui est assez atypique. Vous verrez quand vous le verrez un jour, il nous ressemble. Et qui permettrait, comme il y a beaucoup de travaux à faire, quand je dis il nous ressemble, il y a une tête bizarre là-bas, je sais pas ce qui était sous-entendu dans ce regard, t'as fait genre. En tout cas, c'est un local qui nécessite beaucoup de travaux et donc qui permettra aussi de le mettre à notre image. De toute manière, on veut un local qui soit très bien isolé, qui soit avec des matériaux éco-compatibles, etc. Et donc ça nous permettra d'avoir une vitrine à notre image. Ça, c'était pour le local. Côté salarié aussi, on est en train de passer, ce sera finalisé en mars, de 5 à 15 salariés. Il faut avoir conscience que le national fonctionnait à notre arrivée avec 5 salariés, ce qui est quand même, je pense, comparé aux autres partis, assez inédit, surtout vu tout ce qu'on fait. Mais donc du coup, voilà, c'est un triplement de du nombre de salariés, ce qui change évidemment beaucoup de choses dans ce qu'on est en mesure de déployer comme projet. Et donc tout ce que je viens de vous dire là, c'est grâce à une super équipe que je tiens chaleureusement à remercier, parce que ce soit la direction d'Europe Écologie Les Verts, chez l'équipe salariée, évidemment, personne ne ménage sa peine. Et que c'est un beau travail aussi d'équipe. Et je l'avais dit... un bureau solide et solidaire à Rungis, tout le monde m'avait dit, on en reparle lundi, et nous sommes plus d'un an après, et il est toujours solide et solidaire, donc merci tout le monde pour ça. Et évidemment, 2024, c'est aussi l'année des européennes. Alors là-dessus, j'ai eu l'impression pendant un an de ne répondre à que des questions sur pourquoi pas une liste NUPES. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai plus cette question, et je sais pourquoi. Ça paraît évident à tout le monde que c'était pas une bonne idée. Mais donc du coup, il y a une autre question. C'est pourquoi on ne fait pas une liste avec le PS. Et donc je peux vous faire tout le même raisonnement pour vous montrer que c'est pas une bonne idée non plus. Pour tout vous dire, je comprends pas bien ce qu'il y a de compliqué à comprendre sur le fait qu'on est des écologistes et qu'on va faire une liste écologiste. Je trouve ça même très très simple en fait à comprendre. Mais je note que certains préfèrent parler de stratégie autour de nous et de trucs très politiciens en fait sur il faut faire quoi avec qui, alors que nous on veut parler d'écologie, qu'on a un super projet à défendre, qu'on a une très belle équipe pour le mener, Marie Toussaint évidemment, mais faut aller regarder un peu la suite de liste. Il y a des talents sur cette liste, des personnes qui ont des parcours dont je suis extrêmement fière, et je suis très très fière, comme je pense toute la direction, de pouvoir porter une liste avec des personnes issues de classes populaires, avec des profils qu'on ne retrouve pas souvent au Parlement européen, y compris chez les sortants, et que voilà, quand des écologistes envoient pour négocier la PAC un éleveur, c'est pas pareil que quand on envoie un spécialiste de l'agriculture qui est sûrement très intelligent, mais qui vit pas dans sa chair cette réalité quotidienne. On fait la même chose avec Caroline Rouse sur la pêche, voilà. Et puis il y a Priscilla Lidowski qui nous a rejoint et qui, je pense, sur le combat sur le lien à faire entre fin du monde et fin du mois a fait ses preuves. Il y a Amine Kessassi qui se bat suite au décès de son frère quand il était très jeune dans les quartiers nord de Marseille, dans un règlement de compte sur comment on peut vivre en sécurité dans ces quartiers. C'est autant de combats, autant d'histoires qu'on aura déployées, et c'est pour ça que je vais vraiment arrêter de répondre un moment sur les questions sur les alliances, parce que c'est de ça dont on a envie de vous parler, et je pense qu'en vrai c'est ça qui intéresse les Français en dehors de notre petit milieu à tout, je m'inclus dedans. Voilà, je pense que c'est ça qu'on doit leur donner à voir, et c'est ça qu'on va faire. Ensuite, je vous l'avais dit, donc l'actualité nous rattrape. Donc oui, je vais parler d'agriculture, mais avant, je voulais vous parler violence dans le sport, parce que j'ai vu qu'hier, Sabrina Sepahi a fait pas mal de médias, enfin j'ai vu passer ce sujet, mais j'ai vu aussi que la ministre en charge de l'éducation avait répondu de manière, je trouve, un peu audacieuse, mais comme c'est une fois par jour en ce moment sur n'importe quel sujet, on commence à être habitué. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que Sabrina Sepahi a été extrêmement courageuse en tant que députée écologiste de proposer ce travail sur les violences dans le sport. Je pense que c'est un sujet
que tout le monde connaît. Tout le monde dans sa famille ont des personnes qui sont dans des clubs, dans des assos sportives. C'est un sujet qui traverse la société française, quelles que soient les classes sociales, quels que soient les territoires, et qu'on doit chérir cet engagement par le sport, tous ces bénévoles, ces jeunes qui se forment, etc. Mais il y avait cet angle mort, sous les radars complètement, des violences qui sont omniprésentes, partout. Et donc Sabrina a ce courage de demander ce travail de l'Assemblée nationale, de le mener. C'est plus de 190 auditions qui ont été menées à l'Assemblée nationale. Des auditions, je ne sais pas si vous en avez suivi quelques-unes, mais qui étaient extrêmement dures à regarder, parce que les personnes qui sont venues témoigner, qui portaient ça en elles parfois depuis plusieurs années, dont même la famille n'était pas au courant, parce que souvent il y a une culpabilité aussi des parents de se dire comment j'ai pu ne rien voir, comment j'ai pu ne pas protéger nos enfants. Et je trouve extrêmement courageux ce qu'elles ont fait. Ce rapport sort cette semaine, rapport lui aussi extrêmement courageux, parce que je pense que les discussions pour le finaliser avec un groupe transpartisan n'ont pas dû être tout à fait simples. Et je pense que la ministre en charge des sports, et elle n'est pas en charge des sports depuis 3 jours, elle a, pour le coup, elle était dans le gouvernement précédent, et elle a une longue histoire dans le sport, puisqu'elle était à la Fédération française de tennis. Je pense qu'elle aurait dû dire 2 choses. La première, c'est merci. Merci parce que ce travail qui a été fait par Sabrina et par toute cette équipe, c'est un travail que l'État aurait dû faire depuis bien longtemps, il n'a pas fait. Et donc, c'était pas normalement à Sabrina et à l'Assemblée nationale de le faire, c'était au ministère et ils ne l'ont pas fait. Donc, elle aurait dû leur dire merci et elle aurait dû dire pardon. Elle aurait dû dire pardon aux victimes, à celles et ceux que l'État n'a pas su protéger, que nous n'avons pas su écouter, dont nous n'avons pas su accueillir la parole et qui ont là enfin trouvé un cadre. Et je dois vous dire que je vous ai parlé des 190 auditions, mais qu'il y avait tellement d'afflux de témoignages que l'équipe de Sabrina Seybailly a dû ouvrir une plateforme en ligne pour recueillir des témoignages écrits. Et que ce travail ne s'arrête pas là, puisqu'elle entame maintenant un tour de France pour aller voir les associations dans les villes, dans les villages, et continuer ce travail de sensibilisation. Donc voilà, je pense que la ministre aurait dû dire merci et pardon, qu'à la place de ça, elle met en cause l'intégrité du travail de Sabrina Seybailly, et que je trouve ça proprement scandaleux. Cela étant dit, je vais vous parler maintenant de Gabriel Attal et des agriculteurs, plutôt des agriculteurs d'ailleurs, parce que je pense que la petite saillie à notre rencontre de Gabriel Attal hier n'est pas l'essentiel du sujet, et heureusement, ça en dit beaucoup, mais ce n'est pas l'essentiel du sujet. Vous le savez, l'agriculture, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. On a d'ailleurs une agricultrice au bureau exécutif, Claire Desmar, Benoît Biteau qui défend cette cause, Marie Pochon qui était ouvrière agricole, qui est maintenant députée dans la Drôme. On n'a pas découvert ce sujet cette semaine. Moi-même, je suis issue d'une famille d'agriculteurs. C'est un sujet qui me suit depuis que je suis toute petite. Et j'ai pas attendu d'être secrétaire nationale des Verts pour m'y intéresser. Je me rappelle de campagne, je sais pas, c'était en 2015 déjà, où on était allé à Campagne-les-Boulonnais voir un agriculteur qui essayait de recréer les espèces de blés anciens, parce que les blés modernes qui ont été complètement trafiqués pour résister à plein de choses, notamment la météo, mais sont sensibles à d'autres fléaux. Enfin, des gens qui cherchent, qui innovent, qui essayent, qui ratent parfois, mais qui recommencent, qui aiment leur métier, qu'ils soient dans des pratiques vertueuses, écologistes ou pas. J'en ai rencontré depuis 10 ans des dizaines. J'ai jamais été sectaire sur qui je rencontrais. J'estime que quand on prétend changer la société, c'est la position des écologistes. On ne le fait pas qu'avec ceux qui sont 100% d'accord avec nous. Et que l'agriculture n'a pas d'avenir sans transition écologique. Si vous ne protégez pas les sols, si vous ne protégez pas l'eau, alors vous ne protégez pas l'agriculture. Et les agriculteurs le savent. Et donc, je pense que nos destins sont liés, qu'on n'a pas le choix que de travailler ensemble, ce qu'on a toujours fait, et qu'on va continuer à faire. On a cet attachement de longue date, et je dois dire que les écolos, quand vous reprenez les combats des écologistes ces dernières années, ils collent énormément au combat des agriculteurs. Quand on se bat pour préserver les terres agricoles, c'est bien une convergence des luttes avec les agriculteurs. Et je vous donne une anecdote. Un jour à Hélin-Beaumont, évidemment, mon grand-père est agriculteur à Hélin-Beaumont, les agriculteurs des fermes autour de lui, ils ne m'ont pas dit en 2009, super, ta petite fille devient écolo, c'est génial, quand est-ce qu'on la rencontre? Un jour, en 2000, je crois que c'était vers 2018-2019, 3 agriculteurs de ce village, puisque c'est Beaumont en Artois, mais qui a été fusionné avec Hélin-Beaumont, donc j'ai encore ce village, même si c'est ma ville, m'appellent en disant « Madame Tanguy, est-ce qu'on peut vous rencontrer ?» Donc moi, en rigolant, je dis « Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez me séquestrer, accrocher un radiateur ?» Et donc ils rigolent en disant « Non, pas du tout, c'est parce qu'on vous entend souvent parler d'un truc, et là, ça nous arrive. » Ok, voyons-nous.
je les rencontre dans un lieu public pour qu'il y ait des témoins, et ils arrivent en disant, vous parlez d'un truc toujours à l'agglo sur les sols, et donc en fait le mot qu'ils cherchaient c'était artificialisation des sols. Et donc je dis oui, effectivement, j'en parle beaucoup. Et ils disent, on entend toujours les autres, ils rigolent et tout ça. Et là, ça nous arrive. Parce qu'il y avait, après le projet d'anthropologistique par colloque 1, après le projet d'anthropologistique par colloque 2, un projet par colloque 3, toujours sur les mêmes champs. Donc dans un village où moi j'allais en vélo étant petite, qui était de chez mes parents à mes grands-parents, c'était quasiment que des champs. Et aujourd'hui, c'est le plus grand champ du monde, Ikea, et du coup, ces entrepôts 1, 2, 3. Ils disent, voilà, c'est nos derniers champs, et on ne veut pas que ça disparaisse. Et c'est qui venait chercher pour se battre sur ce dossier-là? L'écologiste. Et on en a fait des manifestations au rond-point des Vaches, pour ceux qui connaissent ce rond-point d'Ikea. On a remué ciel et terre. Ça a forcé d'ailleurs la mairie à s'aligner, ça a forcé l'agglo à s'aligner. Et c'est d'écologistes et d'agriculteurs que ce combat est parti, comme c'est le cas dans plein d'autres territoires. Je vous parle de cette lutte parce que je la connais personnellement, mais c'est le cas dans plein d'autres territoires. Ils disaient, vous savez comment on fait, vous savez comment on fait les recours, vous connaissez des avocats, vous connaissez la FNE, il paraît qu'ils ont des juristes qui peuvent aider. C'est nous qui avons fait cet intermédiaire. Deuxièmement, sur le Mercosur et sur divers traités de libre-échange, évidemment que c'est les écologistes et les agriculteurs qui, depuis le début, s'élèvent contre ça. J'ai retrouvé, là, en préparant l'émission de ce matin, des propos d'Emmanuel Macron en 2019, qui, devant le Parlement européen, allait dire que celles et ceux qui étaient contre le Mercosur se trompaient, parce qu'il ne fallait pas avoir peur du libre-échange. Et si vous voulez la phrase exacte, je la retrouverai, mais en gros, il disait c'est des gens qui sont pour du protectionnisme, ça va pas du tout, c'est conservateur, faites-moi confiance. C'est ça qu'ils disent au Parlement européen, c'est pas nous. Et c'était Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, ils ont fait marche arrière sous la pression des agriculteurs et des écologistes, d'Europe entière, mais c'est bien ça qui était sa position en 2019. Sur le fait de pouvoir produire local, c'est bien nos maires et nos élus locaux qui, partout en France, se battent pour qu'on ait des produits locaux, bio si possible, dans les cantines. C'est aussi un combat historique des écologistes, et nous l'avons mené avec les agriculteurs. Alors, quand Gabriel Attal a pris la parole hier pour... je pense que le pauvre, il est assez quand même démuni par la situation, et qu'il a recours à une pratique ancestrale, quand un politique n'a pas de solution à proposer, ça dure depuis l'Antiquité, ça s'appelle faire des boucs émissaires. Et donc plutôt qu'assumer ce bilan, parce que c'est bien eux qui sont à la tête de l'État depuis 7 ans, c'est bien lui qui est Premier ministre, et c'est pas des écologistes qui occupent le ministère de l'Agriculture, ni depuis 7 ans, ni depuis jamais en fait. C'est leur bilan. Les 200 exploitations qui disparaissent chaque semaine en France, 200 exploitations agricoles qui disparaissent chaque semaine, c'est leur bilan. Un suicide à 2 par jour chez les agriculteurs, c'est leur politique, c'est ce modèle. Alors c'est pas de la faute, je vais pas dire c'est de la faute de Gabriel Attal, moi je fais pas ça. Mais il faut bien avoir conscience qu'on a un modèle agricole actuel, productiviste, qui est en train d'emmener la profession dans le mur, qui en tout cas l'a amené dans une impasse, et faire croire aux gens que tout va pouvoir continuer comme avant, que ça va... C'est pas possible, tout le monde s'en rend bien compte aujourd'hui. Et ce que veulent les agriculteurs, c'est des solutions. Comme il n'est pas capable d'en apporter, il désigne des boucs émissaires. Je vous rappelle juste que dans l'histoire du monde, et par principe, les boucs émissaires sont d'ailleurs toujours innocents. Mais ça évite d'avoir à prendre ses responsabilités, à s'expliquer et à proposer des choses. Depuis que je suis secrétaire nationale avec l'ensemble de ce mouvement, on a fait beaucoup de déplacements sur le sujet. J'allais dire dans le silence des médias, parce que, à part quand on se fait poursuivre par la coordination rurale, évidemment, c'est des rencontres parfois discrètes, mais du coup, je vais vous en parler de quelques-unes, parce qu'on a fait beaucoup de choses, et encore une fois, on a répondu à tout le monde. Moi, quand les gens m'écrivaient sur Twitter en me disant « On vous a entendu dire que vous aimez les agriculteurs, moi j'aimerais vous rencontrer, mais je suis pas d'accord là-dessus, est-ce que vous venez quand même ?» Mais bien sûr. Donc, je suis par exemple allée rencontrer à Vieille-Église, près de Calais, un producteur de betteraves qui voulait me parler des néonicotinoïdes. Parce qu'il disait que c'était pas possible de faire sans, là où moi j'avais un agriculteur bio, un copain à Arras qui faisait des betteraves sans néonicotinoïdes et qui y arrivait. Et donc il disait bah oui mais comment il fait? J'ai dit je viens vous voir. Quand je suis arrivée avec Benoît Biteau, il y avait le responsable des betteraviers de tout le Pas-de-Calais, du Nord, de l'Aisne et de Seine-et-Marne. Ils étaient tous venus nous rencontrer. Ça les intéressait. Ils étaient curieux, ils voulaient savoir ce qu'on avait à répondre, ils voulaient qu'on entende ce qu'ils avaient à nous dire. Et on a passé la matinée avec eux, on est en contact depuis. Quand je suis allée, vous savez que le 13 novembre, on a organisé des déplacements partout en France parce qu'on pensait que la loi d'orientation agricole serait examinée en décembre. Et donc sur tout le territoire, il y a eu 10 déplacements le même jour, partout sur l'agriculture. J'étais dans l'Aisne, voir la présidente de Bio de France qui reprend la ferme de son père, qui est encore dans la ferme, et qui vient dire alors, ça marche pas. Enfin, c'est dans un truc assez challenging pour une jeune agricultrice qui s'installe. Et ben, mon chef des betteraviers de l'Aisne était revenu.
dire j'ai vu que vous veniez, je viens vous voir, comment ça va, pour vous montrer que c'est pas une rencontre d'un jour et puis on se parle plus, il y a vraiment une attention soutenue. J'ai rencontré la FNSEA au sein de l'agriculture l'année dernière, les jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne aussi, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes dans l'histoire de ce mouvement qui aient fait toutes ces rencontres. Vous dire aussi que quand j'ai rencontré la FNSEA, nous sommes allés avec des écolos, avec une délégation écolo, et que dans cette délégation écolo, il y avait quelqu'un de la FDSEA du Pas-de-Calais. C'est-à-dire que le président de la commission environnement de la FDSEA du Pas-de-Calais m'a écrit aussi en début de mandat en disant « Marine, je connais bien ton grand-père, je te connais pas, mais moi je connais bien ton grand-père. Je pense que ça peut tout changer d'avoir quelqu'un qui connaît la profession. Est-ce que tu veux venir avec moi sur mon exploitation? Je te montre, je fais des couverts végétaux, mais je veux te parler du glyphosate, etc. » J'y étais allée la semaine avant le salon de l'agriculture, et donc il nous disait qu'il n'était pas d'accord avec tout, mais il trouvait que c'était important, que sans sauver le climat, on ne sauverait pas la profession. Et il avait dit, mais apparemment, vous allez au salon de l'agriculture, est-ce que je peux venir avec vous? J'avais dit, mais bien sûr. Il avait été intégré à la délégation, et nous sommes arrivés sur le stand de la FNSEA, avec dans notre délégation à nous, quelqu'un de la FDSEA, avec Christiane Lambert, qui disait mais c'est chez vous qu'elle était, parce qu'ils avaient surveillé un peu ce qu'on avait fait la semaine d'avant. Et voilà, et ce copain, Jean-Paul Dallène, il a été intégré au comité de pilotage des États généraux de l'écologie, il travaille avec nous depuis des mois, je l'ai encore appelé hier pour suivre la situation des barrages dans le Pas-de-Calais qui sont en train d'essayer de bloquer l'accès à l'Angleterre, assez symbolique. Mais vous voyez, c'est pour vous montrer que c'est pas une nouveauté, on n'a pas découvert le sujet cette semaine. J'avais même rencontré son agriculture Interbev, donc c'est la filière de la viande. Quand vous commencez le rendez-vous, ils disent alors apparemment vous êtes végétarienne. Oui, alors il y a un problème. J'interdis à personne de manger de la viande, moi j'aime pas. Et donc ils avaient dit non mais il n'y a pas de problème. Et on avait parlé de Mercosur pendant 20 minutes. Et les deux plus jeunes étaient restés à la fin en disant mais c'était vachement déconcertant pour nous. En fait on a plein de points communs. Et vous voyez en fait ça marche quand vous avez le bon état d'esprit. Donc je pense que ce mouvement, il faut le soutenir à 200%. Que cette colère des agriculteurs elle est légitime. Et quand je vous dis que je le soutiens à 200%, je ne suis pas seule puisque il y a un sondage hier qui est sorti pour montrer que 84% des sympathisants écolos soutenaient ce mouvement. Et donc quand on me pose la question, j'ai des personnes forcément un peu mal intentionnées qui disent apparemment c'est contre vous et tout ce mouvement, je ne pense pas qu'un mouvement contre nous serait soutenu par 84% des sympathisants écologistes. Voilà. Donc c'est aussi simple que cela, plus que le soutenir on le comprend. Et je pense qu'à un moment il faut que chacun prenne ses responsabilités. Le chiffre que je trouve assez marquant, c'est que le prix de vente des produits que les agriculteurs fabriquent dans ce pays a baissé en un an de 9%. Quand ils vendent leur production, ils sont payés 9% moins cher en moyenne depuis un an. Dans le même temps, le prix auquel vous, moi, nous achetons des produits alimentaires a augmenté de 8%. En fait, les consommateurs devraient être aux côtés des agriculteurs sur les barricades. Parce que producteurs et consommateurs sont dans la même difficulté et sont victimes d'un même phénomène. Et ce phénomène, c'est les marges qui augmentent. L'industrie agroalimentaire a augmenté ses marges de 80% sur un peu plus d'un an. Ce taux de marge était de 28% fin 2021 et début 2023, il était de 48%. Et donc, ils sont là, les profits. Ça ne bénéficie ni aux producteurs ni aux consommateurs. C'est au milieu qu'est le problème, et c'est de ça dont devrait s'occuper le gouvernement, et puis plus globalement, qu'on leur lâche la grappe aux agriculteurs, notamment avec les formalités administratives. Je ne sais pas si vous avez un jour été regarder à quoi ressemblait un formulaire de la PAC. Je vous conseille de le faire, parce que vous allez vous rendre compte qu'on demande aux agriculteurs de moins en moins d'être dans les champs et de plus en plus d'être devant des écrans à remplir des formalités administratives invraisemblables, et pour demander l'aide, et pour la justifier. Et c'est normal de devoir justifier quelle aide on touche et pourquoi. On sait qu'au niveau européen, c'est quelque chose sur lequel l'Europe est très à cheval, et sur le principe, c'est OK. Mais on demande à des personnes qui ont déjà toute leur ferme à gérer, qui n'ont pas de week-end, parce que quand on est éleveur, c'est 24 heures enfin, c'est 7 jours sur 7 en tout cas. On leur demande en plus de s'infliger ça pour derrière des retards, des choses incompréhensibles. Et je pense que ça déconcerte aussi beaucoup la profession, et c'est un sujet sur lequel j'avais envie d'insister. Donc oui, nous sommes à leur côté. On a commencé une série de rencontres off et on la continuera d'ici la fin de la semaine. On avait une tournée en cours de préparation pour pendant 15 jours aller dans 5 ou 6 régions visiter des fermes, et encore une fois tout type de fermes juste avant le salon de l'agriculture. Donc on était en train de l'organiser, ça prend une tournure
un peu différente, mais on va maintenir ce projet parce qu'il est important. Et je précise, c'est pas une idée qu'on a eue hier, on y travaillait depuis quelques semaines. Et puis on est en train, aussi j'étais avec José Bové au téléphone encore ce matin, qui avait appelé Benoît Biteau, qui avait appelé David Cormont, et avec lequel on est en train de préparer une initiative pour très bientôt. Donc voilà, on continue. On était présent sur ce sujet depuis longtemps, et on continue.